André Comte-Sponville, pourquoi moi? Bonjour André Comte-Sponville. Bonjour. Bienvenue dans le programme phare d'ApolloMagazine.fr, Pourquoi moi? Dans celui-ci, on va tenter d'analyser et de décrypter la voie qui vous a mené jusqu'au succès professionnel. Et pour cela, on va utiliser 3 outils. Donc tout d'abord la généalogie, à travers les métiers de vos parents et grands-parents que vous nous avez fournis. La graphologie, qui est l'étude de l'écriture. Une graphologue s'est penchée sur vos notes manuscrites, ainsi que sur une lettre que vous nous avez envoyée en amont. Et enfin l'astrologie, qui est l'étude de votre thème astral. Avant de débuter les différentes parties, André Comte-Sponville, vous êtes là aujourd'hui sur ce canapé parce que vous êtes une sommité et que vous avez connu le succès et la reconnaissance dans la philosophie, dans l'univers de la philosophie. Ainsi, la première question est, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous? Oui, bien sûr. Et on me l'a demandé. Je me souviens que mon meilleur ami que j'ai connu en Hippocane, donc on avait 18 ans, m'avait dit, il y a quelques années, donc on avait 60 ans passés, donc bien après le début de notre amitié, m'avait dit, mais au fond, des différents copains qu'on était en Hippocane et en Cagne, t'étais pas toi le plus doué. Pourquoi est-ce que c'est toi qui as le mieux réussi? Et je lui ai répondu, j'étais sans doute pas le plus doué, mais j'étais celui qui mentait le moins. Autrement dit, je crois que la principale explication de mon succès, alors outre éventuellement le travail, etc., mais il y en a d'autres qui travaillent. Je pense que la principale explication de mon succès tient à ma sincérité, à mon authenticité. C'est-à-dire que je n'ai pas fait semblant de philosopher. J'ai voulu philosopher pour de bon. Je n'ai pas fait semblant d'aimer ce que je n'aimais pas, notamment toute la pensée des années 70, moi, quand j'étais étudiant. Les gens qui tenaient le haut du pavé philosophique, Deleuze, Derrida, Foucault, me laissaient profondément réticent, malgré leur talent qui était immense, leur culture qui était immense, mais ce n'était pas ce que j'avais envie de faire. Moi, ce qui me plaisait, au fond, c'était Épicure, Descartes, Spinoza, autrement dit, les anciens et les classiques. Et j'ai voulu philosopher comme les anciens, comme les classiques, pour ne pas faire semblant, justement, d'être ce que je n'étais pas. Et bien sûr, au début, ça a surpris. Je me souviens, par exemple, l'une des premières interviews que j'ai faites pour la presse écrite, donc en 1984, mon premier livre venait de sortir, j'avais 32 ans. C'était encore l'époque des nouveaux philosophes, BHL, Glucksmann, etc. Et le journaliste me demande, est-ce que vous êtes un nouveau philosophe? Et je lui réponds spontanément, non, je ne suis pas un nouveau philosophe, je suis un ancien philosophe. Parce qu'en effet, je voulais philosopher à l'ancienne, comme les anciens, comme les Grecs, comme les Latins, éventuellement comme les classiques, Descartes, Spinoza, Leibniz, etc. Et donc ça a surpris, ça a choqué. Je me souviens que Sarah Kaufmann, qui deviendra ma collègue plus tard à la Sorbonne, mais qu'elle était déjà à la Sorbonne quand moi j'enseignais encore en lycée, avait dit au directeur de la collection où j'ai publié mon livre, Roland Jacquard, qui est un ami à elle, Sarah Kaufmann lui avait dit « Mais qui c'est ce type qui parle d'Épicure et de Spinoza à toutes les pages? Il n'y a pas une ligne sur Derrida. » Et effectivement, il n'y avait pas une ligne sur Derrida, qui a été mon professeur à Normal Sup, pour qui j'ai beaucoup de sympathie. Encore une fois, son talent et sa culture sont incontestables, mais ce n'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Moi, ce que j'avais envie de faire, c'était philosopher pour de bon. Parce qu'il ne s'agit pas de faire semblant de vivre, il faut le vivre vraiment. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être heureux, il faut essayer d'être heureux vraiment. Et je crois que c'est cette sincérité, cette authenticité qui passa d'abord pour anachronique, qui au fond explique une bonne part de mon succès. On s'est intéressé à vos parents, vos grands-parents, et notamment les métiers qu'ils pouvaient faire donc à l'époque. Votre grand-père paternel était boulanger, votre grand-père maternel était jardinier. Votre grand-mère maternelle ouvrière, donc tous pratiquaient des métiers manuels. De votre côté, vous avez opté pour un métier intellectuel, mais où la main a tout de même un rôle prépondérant, notamment en matérialisant vos pensées via l'écriture. Considérez-vous que vous travaillez de vos mains comme vos ancêtres? Non, pas du tout. D'abord, bien sûr un travail intellectuel. Même écrire est un travail intellectuel. Je pourrais dicter, mais Montaigne a dicté les essais. Il n'était pas en train d'écrire à la main, il dictait à un secrétaire.
Ça n'empêche pas d'avoir écrit les essais. Non, je ne suis pas du tout un travailleur manuel. Je ne dirais pas que je le regrette, mais je suis très content de faire ce que je fais. Vous avez évoqué 3 grands-parents, vous n'avez pas évoqué la 4e, qui est ma grand-mère paternelle, qui était donc boulangère. Aussi. Alors je ne sais pas dans quelle mesure elle travaillait dans la boutique ou pas, puisque je n'y étais pas. Mais donc c'est une France quand même très, très modeste. Quand j'ai fait quelques brèves recherches généalogiques, dès que j'arrive à mon arrière-grand-père, il y a écrit sur l'état civil, les parents ont déclaré ne pas savoir signer. Même leur nom. Vous voyez, donc c'est des gens qui étaient à la lettre des analphabètes. Pas mes grands-parents, mais mes arrière-grands-parents. C'est la France rurale, pour ce qui est de la lignée maternelle, la France plutôt boutiquière, petite bourgeoise, pour ce qui est de la lignée paternelle. Dans les 2 cas, c'est la France du Nord, au nord de la Loire, pas le Grand Nord, mais le nord de la Loire, le pays d'Oil, comme on dirait, et pas le pays d'Oc. Et c'est vrai que je suis plutôt de cette France-là. Je ne supporte pas la chaleur, la canicule m'est insupportable. J'ai rien contre la fraîcheur ni contre la pluie. J'ai acheté il y a bientôt 20 ans une maison en Basse-Normandie. Je suis très content d'être là plutôt que dans le Luberon ou sur la côte d'Azur. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire d'un point de vue généalogique. Je n'y attache pas beaucoup d'importance finalement, mais en même temps, oui, voilà, je viens de la... La seule chose que je dirais, c'est que je ne suis pas un héritier d'un point de vue culturel. Non seulement mes arrière-grands-parents ne savaient pas écrire leur nom, en tout cas du côté maternel, mais aucun de mes 2 parents n'avait le baccalauréat. Aucun de mes 2 parents n'a fait la moindre étude supérieure, évidemment. Voyez. Et je ne suis pas du tout un fils d'intellectuel. Et donc, ce que je peux avoir de culture, je l'ai acquis plutôt par moi-même. Même si mon père, tout non-bachelier qu'il fut, était un homme plutôt cultivé, passionné d'histoire, totalement ignorant en philosophie, très peu savant en matière de musique ou de littérature ou de peinture, mais passionné d'histoire et donc malgré tout assez cultivé. Mais voilà, ce ne sont pas des intellectuels. Au fond, ma sœur, mon frère et moi sommes les premiers intellectuels de la famille. On va parler de votre père. Vous écrivez dans votre livre que celui-ci rêvait de faire fortune et a failli réussir. Est-ce une ambition qu'il vous a transmise ? Non, pas du tout. Je n'aurais pas été philosophe qui m'avait transmis cette ambition-là. J'aurais essayé de prendre sa suite, peut-être, ou de faire un métier comparable au sien. Oui, pour lui, c'était un peu son but dans la vie. Bon, après tout, pourquoi pas. Et il était grossiste en produits d'entretien, c'est-à-dire qu'il livrait ce qu'on appelait à l'époque les marchands de couleurs ou les droguistes, un métier qui a à peu près disparu. Pourquoi est-ce que ces boutiques ont disparu? Il y en avait beaucoup à Paris dans mon enfance. Parce que maintenant, quand on veut acheter de la lessive, on ne va pas chez le marchand de couleurs, on va dans une grande surface, un supermarché. Or, les supermarchés ne passent pas par des grossistes, ils passent par leur propre centrale d'achat. Si bien que l'émergence des supermarchés dans les années 60 ont fait disparaître peu à peu les boutiques de droguistes ou de marchands de couleurs qui étaient les clients de mon père. Et comme ces clients disparaissaient, l'entreprise de mon père a disparu aussi. Et donc, il a fermé sa boîte juste avant d'être complètement ruiné. Mais donc, il avait clairement échoué à faire fortune. Il aurait aimé, si jamais ça avait continué, que vous preniez la suite? Oui, du temps où il pensait que ça marchait, il aurait aimé ça, mais nous étions tous les 3, tellement à gauche que pour nous, devenir chef d'entreprise, ça aurait été une faute morale. Et lui était tellement à droite que le climat s'est un peu tendu pour 1000 raisons, pas seulement politiques, mais enfin, lui a pu y penser quand nous étions très jeunes et a dû très vite y renoncer. Et est-ce que du coup, lui a compris que votre choix de privilégier la richesse de l'esprit au côté pécunier et matériel? J'avais dit une fois très jeune que je préférais être François Villon que Jacques Coeur. Jacques Coeur étant ce bourgeois richissime de la Renaissance. Oui, je crois qu'il pouvait le comprendre. En tout cas, il était content de mon succès finalement. On a eu des rapports très très difficiles pendant mon enfance parce que j'avais le sentiment qu'il rendait ma mère malheureuse, ce qui n'était pas tout à fait faux, mais un peu injuste, parce qu'au fond, il y avait une pathologie de couple entre deux dont les deux étaient responsables, et pas seulement mon père, comme j'avais tendance à le penser enfant. Donc on avait eu des rapports vraiment très difficiles, et puis sur le tard, la haine que je lui vouais depuis des années a fini par s'estomper, voire par disparaître. Et
quand j'ai commencé à publier mes livres, lui d'abord était un très vieux monsieur, mais moi je lui avais pardonné depuis longtemps, il n'y avait plus de haine en moi. Et au fond, j'étais content de savoir qu'il était plutôt fier de moi. Je me souviens que le hasard a fait que j'ai été à un moment décoré de la Légion d'honneur, que je n'avais bien sûr pas demandé, que je n'ai pas cru devoir refuser, mais dont je n'avais rien à faire, sauf que du coup j'avais reçu un diplôme. Quand on a la Légion d'honneur, on a un petit papier. Comme j'en avais rien à faire, je l'avais donné à mon père, et quelques mois plus tard, allant chez lui, j'ai vu que ce petit papier était punaisé, encadré, oui, mais pas seulement punaisé, mais encadré au mur, dans l'escalier de la petite maison où il habitait. Et finalement, je me suis dit, ben voilà, j'ai bien fait finalement d'accepter la Légion d'honneur, puisque ça lui fait plaisir à lui. Pour finir sur le côté généalogie, je finis encore avec votre père dans lequel vous dites que les sciences comptaient plus que les arts, pour lui. Oui, bien sûr, ma sœur était médecin, elle l'est toujours, mais à la retraite, mais pour lui, c'était très bien d'être médecin. Elle aurait été mathématicienne, c'était encore mieux. La littérature, ça lui paraissait quand même un art de bavard, quoi. Qu'avez-vous de scientifique, André Consponville ? De scientifique, rien. Souvent, les gens me disent, quand je fais une conférence, ils me disent on dirait des mathématiques, parce qu'ils trouvent ça tellement clair et tellement rigoureux. Mais on n'a pas besoin d'être scientifique pour être clair et rigoureux. Il suffit d'être intelligent, si possible, rationnel, rigoureux, en effet. Mais non, ça n'est pas de la science. La science a besoin de rigueur, mais on peut faire preuve de rigueur dans d'autres domaines que la science. Moi, mon propos, c'est pas d'être scientifique, c'est d'être rationnel et rationaliste. C'est pas tout à fait la même chose, mais je suis les deux. C'est-à-dire que je pense que l'irrationnel n'existe pas. Par exemple, la folie est totalement déraisonnable. Quand on dit que l'irrationnel n'existe pas, ça permet de faire la différence entre l'irrationnel et le déraisonnable. Parce que le déraisonnable, lui, existe très clairement. Mais voilà, la folie est aussi rationnelle que la raison, puisqu'elle a des causes. On peut l'expliquer, sinon, si la folie était irrationnelle, la psychiatrie serait impossible. C'est justement parce qu'il y a des causes rationnelles qui permettent d'expliquer la folie de tel ou tel individu que la psychiatrie est possible. Voilà, donc il n'y a rien en moi, en tout cas dans mon travail, il n'y a rien de scientifique. Il y a une grande curiosité pour les sciences. Moi, je me suis intéressé de très près, notamment aux avancées de la physique contemporaine. Mais enfin, la philosophie n'est pas du tout une science, elle n'a pas à l'être. En revanche, elle a à être évidemment rationnelle, et pour ce qui est de ma philosophie à moi, évidemment rationaliste. On va passer à la graphologie maintenant. Et avant de vous faire lire la phrase que vous nous envoyez manuscritement, est-ce que vous pouvez nous parler du moment charnière qui vous a mis sur la piste de votre vie professionnelle et donc votre succès futur ? Est-ce que vous arrivez, j'imagine, à le percevoir ? Moment charnière, ben non, ça c'est une bonne question. Il y a un moment assez important. Moi, j'ai toujours voulu être écrivain. Parce que, au fond, les plus beaux souvenirs de mon enfance, qui est une enfance plutôt douloureuse, étaient des souvenirs de lecture, au fond. Mes vrais bonheurs d'enfance étaient des bonheurs de lecture. Et donc, je voulais devenir écrivain, mais dès l'âge de 7-8 ans. Et comme à l'époque, bien sûr, je ne lisais que des romans, je rêvais de devenir romancier. Puis j'ai découvert la philosophie en terminale, même un petit peu avant. Ça m'a passionné, et donc j'ai voulu être à la fois philosophe et écrivain. Pourquoi choisir, au fond? Vous savez que Victor Hugo a dit quelque part, je ne sais plus où, que quand il était jeune, il voulait être Chateaubriand ou rien. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a été Victor Hugo, c'est-à-dire beaucoup mieux que Chateaubriand. Moi, plus modestement, j'aurais bien aimé être Sartre ou rien. Ouais. Et au contraire de Victor Hugo, je n'ai été que moi, c'est-à-dire au fond plutôt moins bien que Sartre, et même assurément moins bien, en tout cas d'un point de vue littéraire, puisque autant Sartre a été à la fois philosophe et écrivain, romancier, auteur de pièces de théâtre, autant moi, je n'ai fait finalement que de la philosophie, même si j'essaye d'être aussi un écrivain, mais en tout cas pas dans la fiction, ni roman, ni théâtre. Et donc voilà, c'était mon but. Alors, j'ai renoncé à la fiction parce qu'en tant que lecteur, ça m'intéressait de moins en moins. À quoi bon inventer des histoires? À quoi bon se raconter des histoires quand le réel tel qu'il est tellement plus intéressant que les histoires qu'on inventait? Puis je sentais que je n'avais pas l'imagination qu'il fallait pour être un bon romancier. Donc j'ai renoncé à devenir romancier. Je me suis, si je veux dire, résigné à n'être que philosophe. Encore fallait-il le devenir réellement. Voilà. C'est-à-dire écrire. Et le moment charnière que je voulais évoquer en répondant à votre question, que je n'y avais pas pensé à l'avance, cet entretien n'a pas été préparé, mais au fond, je me souviens, après l'agrégation,
Donc ça fait 23 ans, j'avais été reçu 3e à l'agrégation de philosophie, donc j'étais content, j'aurais pu me reposer, mais précisément il s'agissait de commencer à écrire. Maintenant j'arrivais aux choses sérieuses. D'autant qu'après l'agrégation, on a une 4e année, moi j'étais à Normal Sup, une 4e année en principe pour faire une thèse, mais qu'on fait ou qu'on ne fait pas, bref un peu une année un peu de loisir où on peut faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Donc pour moi c'était écrire. Et au fond, la décision que j'ai prise, là, qui a été le point de rupture, c'est que je me suis promis de me lever tous les jours à 7 h du matin, quoi qu'il arrive, et d'être au travail à 8 h au plus tard. Au travail, c'est-à-dire à écrire. Et je pense que ça m'a un peu sauvé, parce que cette contrainte-là, purement formelle, être à sa table avec un stylo à la main, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, pour commencer à écrire, ben voilà, c'est là où je suis passé de l'écrivain fantasmatique, par définition je n'étais pas, à l'écrivain que je suis devenu. Et c'est là où le travail s'ajoute à la sincérité ou à l'authenticité que j'évoquais. Vous savez, dans les moments de désarroi qu'on a tous vécu, mais notamment l'année après la grecque, c'est difficile parce qu'on a travaillé comme un fou pendant 1 an, et puis tout d'un coup, on a en gros à Normal Sup une année de loisirs. Et donc forcément, on déprime un peu parce qu'on n'a plus de but immédiat dans la vie. Et dans cet état de grande perplexité, de grand désarroi qui a suivi l'agrégation, je me souviens d'une phrase de Baudelaire dans ses notes intimes qui m'avait frappé, que j'avais souligné dans le livre. Baudelaire écrit exactement ceci: « Il faut travailler, sinon par goût, du moins par désespoir. Tout compte fait, continue Baudelaire, tout compte fait, travailler est moins ennuyeux. Oui, pardon, tout compte fait, travailler est moins ennuyeux que s'amuser. » Et moi, ça m'a bouleversé, il me dit, mais voilà, il a raison, au fond, le loisir, tout ça, on s'emmerde, on déprime, il faut te mettre au boulot. Voilà. Et donc, pour moi, me mettre au travail, ça a été décidé de me lever tous les jours à 7 h du matin et de me mettre au travail quasiment aussitôt. Alors après, en vieillissant, il m'est arrivé de me lever plus tard, c'est évidemment. ce que j'avais posé comme question. Pas si souvent, maintenant, comme je suis vieux, je dors moins bien, donc je suis réveillé dès 6 h du matin, donc la question ne se pose plus vraiment. Mais voilà, il fallait retenir un moment charnière, c'est le moment où j'ai décidé de travailler sérieusement, selon le principe, je ne sais plus quel auteur, mais tous les jours, au moins une ligne. Écrire au moins une ligne tous les jours, et de préférence plutôt une page. Je vais vous faire lire la phrase que vous nous avez envoyée par rapport à votre moteur de votre vie professionnelle. Non, j'avais oublié d'avoir écrit ça. « Mon moteur dans ma vie professionnelle a été l'admiration pour les grands écrivains et philosophes du passé et l'envie de leur ressembler, donc aussi l'ambition. » Ben oui, au fond, pourquoi est-ce qu'on écrit des livres? D'abord parce qu'on admire les livres des autres, finalement. Et si je n'avais pas admiré passionnément Alexandre Dumas, qui a été mon premier amour de jeunesse, et puis plus tard Flaubert, Stendhal, Tolstoï, etc. Et a fortiori, si je n'avais pas admiré Épicure, Montaigne, Descartes, Spinoza, je ne serais jamais devenu ni écrivain ni philosophe. Vous savez que Montaigne écrit dans les Essais, c'est d'ailleurs une idée qu'il emprunte et à Platon et à Aristote. Donc là-dessus, ça fait quand même beaucoup de monde. Montaigne écrit « L'admiration est le fondement de toute philosophie ». Alors c'est un peu une espèce de jeu de mots étymologique parce que Montaigne prend admiration au premier sens du mot qui signifie l'étonnement. Et c'est vrai que et chez Platon et chez Aristote, on trouve l'idée que c'est l'étonnement qui est à l'origine de la philosophie. Pourquoi le monde? Voilà. La plupart des gens ne s'en étonnent pas et quand on s'étonne que le monde existe, on fait déjà de la philosophie. Sauf que le mot admiration qui chez Montaigne signifie étonnement, chez nous, il a pris un sens plus particulier, s'étonner de la grandeur de l'autre. C'est un étonnement admiratif. Et bien voilà, je crois qu'effectivement, quand on lit Descartes, comme je ne suis pas cartésien, on peut prendre cet exemple-là. Parce que l'admiration, ça ne veut pas forcément dire qu'on est d'accord. Moi, je ne suis en rien cartésien et pourtant, je pense que le plus beau livre de philosophie de tous les temps, dans toutes les langues, c'est les Méditations métaphysiques de Descartes. Et bien, quand on lit les Méditations métaphysiques de Descartes, on ne peut pas ne pas être étonné et on ne peut pas ne pas saluer cette grandeur inouïe du génie de Descartes. Et bien voilà, quand il y a à la fois étonnement et admiration, donc les deux sens conjoints du mot admiration, on a envie d'essayer de faire pareil. Et de là, l'ambition. Parce que
pour plusieurs de mes collègues, le type qui veut faire comme Descartes, c'est un malade mental. Ça leur paraîtrait une ambition. C'est encore pire que vouloir devenir Victor Hugo, Chateaubriand ou rien pour parler comme Victor Hugo. Ben oui, voilà, j'assume ça. J'ai péché par ambition, finalement, et je l'assume. Donc, suite à ce texte rédigé manuscritement, on a fait appel à une graphologue qui s'est penchée sur votre écriture. Si on parle de votre technique d'écriture, celle-ci n'hésite pas à prendre l'espace. Votre écriture est très expressive, très spontanée et très personnelle. Pour elle, c'est l'écriture de quelqu'un qui voit grand. Et elle vous a plusieurs fois qualifié de grand seigneur. J'ai pris du coup la définition de seigneur, qui est un personnage important, une des définitions, qui est donc personnage important qui occupe une place de premier plan et qui aurait la suprématie dans un domaine où il exerce une grande influence, voire une domination. Donc la question est, faites-vous partie de la caste des seigneurs contemporains de la philosophie, André Comte? J'espère que non, parce qu'il y a un texte très fameux de Kant qui s'appelle « Sur un ton grand seigneur en philosophie ». Et Kant a horreur de ceux qui prennent un ton grand seigneur, et j'essaye de ne pas le prendre. En revanche, au sens positif, généreux du mot seigneur, disons que je suis l'un des philosophes, comment dire, qui compte voilà, en France aujourd'hui. Ça durera ce que ça durera, personne ne peut le savoir. Mais en tout cas, moi, je suis content de ce que j'ai fait. Alors bien sûr, ce que j'ai fait, c'est moins bien que ce que j'espérais faire à 16 ans. Mais c'est tellement mieux que ce que je croyais pouvoir faire à 24 ans au sortir de l'agrégation que ceci me console de cela. Donc ça vaut ce que ça vaut, mais je crois que ce que j'ai fait est un travail estimable. Alors le reste, les siècles à venir jugeront s'il y a des siècles à venir. Voilà, bon, c'est ce que dit votre graphologue est plutôt sympathique. Au fond, je lui disais, on ne se connaît pas du tout, mais je viens de la rencontrer, que plus ça allait, plus j'écrivais mal. Que vous croyez, me répond-elle. Oui, mais en tout cas, je trouve que ce n'est pas une belle écriture. C'est vrai que ça prend de la place. Je ne sais pas si c'est une qualité. J'écris pas en pâte de mouche, mais j'écris mal au sens où je suis difficile à lire. D'ailleurs, je me souviens que mon ami Svetan Todorov, à qui j'avais écrit une longue lettre manuscrite, m'avait dit gentiment, écoute, la prochaine fois, tape-la à la machine, parce que vraiment, t'es difficile à lire. Donc, je n'ai pas de goût particulier pour mon écriture, mais si elle révèle des aspects plutôt positifs de ma personnalité, pourquoi pas. Dans votre écriture, on continue, la graphologue voit chez vous une vivacité d'esprit quand même hors norme. La gymnastique intellectuelle est une formalité pour l'acrobate de l'esprit que vous êtes, et j'ai repris dans le livre, en Cannes, vous aviez un professeur du nom d'André Pessel, que vous surnommiez Lucky Pessel, l'homme qui pense plus vite que son ombre, en référence à la bande dessinée de Maurice et Goscinny. Donc êtes-vous de votre côté le Usain Bolt de la pensée? Sans doute pas. Et puis Pessel était vraiment éblouissant, donc je prétends pas avoir la même virtuosité, la même rapidité que lui, mais bon, disons que mon cerveau se porte bien, voilà, comme l'a dit un neurologue que j'ai vu récemment. Voilà, donc tant mieux finalement, tant mieux. Elle a ressenti aussi que vous étiez quelqu'un de très franc, de très direct, et que vous ne souhaitiez absolument pas forcément plaire à tout le monde. Ça rejoint un peu ce que vous nous avez dit à vos débuts, avec la philosophie qui était peut-être en marge, celle que vous vouliez faire par rapport à celle contemporaine. Est-ce que votre grande assurance intellectuelle vous permet d'assumer facilement qui vous êtes? Oui, je pense que je n'ai pas de problème de ce côté-là. Non pas que je sois très content de ce que je suis, ça dépend de quels aspects de ma personnalité, mais oui, il y a une certaine assurance intellectuelle. Je ne mens pas, donc ça rejoint ce que je disais effectivement, et j'ai pas peur finalement. Si un de mes amis s'étonnait de ma relative aisance en public, je fais des conférences des fois devant 300 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes, il s'étonnait que ça ne me fasse pas peur. Je lui avais répondu spontanément, tu sais, quand on est plus que deux, il ne peut rien se passer de vraiment grave. Parce qu'à l'inverse, je suis très timide dans les relations en tête-à-tête, surtout avec les femmes, évidemment, et surtout dans ma jeunesse, quand la question se posait davantage qu'aujourd'hui. Mais voilà, le tête-à-tête peut me faire peur. Il m'arrive de dire à ma compagne que la seule personne dont j'ai peur, c'est elle, évidemment. Le fait est que c'est elle qui pourrait me faire le plus de mal. Vous voyez. En revanche, la foule, les débats d'idées, tout ça...
une formalité. Oui, en tout cas, il n'y a pas de vrai danger. Et je crois que c'est ça que les gens sentent, notamment quand je parle à la télévision, quand je fais des conférences publiques, et souvent les gens sont frappés par ce que je dis. Je crois que la singularité de mon style de parole tient à ces deux points, la sincérité, je ne mens pas, et je ne dirais pas le courage, mais je n'ai pas peur. Votre écriture n'est a priori pas celle forcément de quelqu'un, d'un grand affectif, ça cache une grande pudeur chez vous. Vous dites que les philosophes sont souvent décevants sur la question de l'amour, en comparaison aux écrivains notamment. Qu'en est-il de vous, André Comte-Sponville ? Ben moi, j'ai beaucoup écrit sur l'amour. Alors, est-ce que je suis décevant comme les autres? Là encore, c'est pas à moi de le dire, mais oui, c'est vrai. Les philosophes sont souvent un peu décevants, un peu réservés sur l'amour. On sent qu'ils ne sont pas tout à fait pour, qu'ils n'osent pas être complètement contre. Alors, bien sûr, il s'agit surtout de l'amour-passion, éros en grec, beaucoup plus que de l'amitié, philia, ou que de la charité, agapé. Mais moi, ça m'a passionné, la question de l'amour. D'abord parce que c'est ce que j'ai vécu de plus important dans ma vie. Et surtout l'amour parental, en l'occurrence. Moi, j'ai 3 enfants, j'en ai eu 4, mais notre premier enfant, une petite fille, est morte à 6 semaines. Et c'est une expérience tout à fait étonnante, comme la naissance d'un enfant change tout. Parce que tout d'un coup, il y a un être que vous aimez tellement plus que vous-même. N'importe quel père ou mère préférerait mourir plutôt que voir mourir son enfant, évidemment. C'est à la fois parfaitement banal et parfaitement singulier. Parce que entre vous et moi, je préférais que vous mouriez, malgré votre jeune âge, plutôt que moi. Oui. Un enfant, enfin nos enfants, non. Voilà. Et voilà, donc déjà, cette découverte de l'amour parental m'a bouleversé, alors d'autant plus que ça a été vécu douloureusement, très vite dans le deuil. Mais ça a été confirmé ensuite par mes 3 garçons, puisqu'après, je n'ai eu que des fils. Et puis, il y a les histoires d'amour, la passion amoureuse que j'ai vécue comme tout le monde, le désamour, qui est aussi une expérience intéressante, et puis le couple. Et moi, il se trouve que j'aime les couples, quand ils sont heureux, évidemment, mais je sais que Montaigne, par exemple, sur qui j'ai beaucoup travaillé, Montaigne préférait l'amitié à l'amour. Et s'agissant d'amour, il préférait la passion amoureuse au couple. Eh bien moi, c'est l'inverse dans les 2 cas. Je préfère l'amour à l'amitié. Et s'agissant d'amour, je préfère le couple à la passion amoureuse. Il se trouve qu'en l'occurrence, là, depuis 34 ans, je crois, je vis avec la même femme, que ça là, me comble. Mais au-delà de ça, je crois que dans toute passion, il y a une part un peu d'illusion, forcément. C'est pas quand on est amoureux qu'on est le plus intelligent, qu'on est le plus lucide. Vous en avez fait l'expérience ? Oui, bien sûr, comme tout le monde. Et au fond, j'aime trop l'intelligence et la lucidité pour être tout à fait à l'aise dans la passion amoureuse. Alors que dans le couple, au contraire, il y a une vérité. Éluard écrivait joliment à sa femme Neusch, « On ne peut me connaître mieux que tu ne me connais. » Autrement dit, on tombe en général amoureux d'une personne qu'on ne connaît pas. Je me souviens de mes amis, 45 ans, tombant à nouveau amoureux, me dit « Je l'aime pour son mystère ». Je lui dis « Écoute, tu es en train de m'expliquer que tu l'aimes parce que tu ne la connais pas. Ben, prenez le temps de faire connaissance. » Et quand on se connaît, forcément, le mystère disparaît ou s'étiole. Et la passion amoureuse disparaît aussi. C'est la grande formule de Gainsbourg, qui a osé dire ça après avoir vécu avec Jane Birkin, ce qui pour nous tous est une espèce de fantasme absolu. Mais Gainsbourg disait « On aime une femme pour ce qu'elle n'est pas. On la quitte pour ce qu'elle est. » Pareil pour les hommes. On aime un homme pour ce qu'il n'est pas, on le quitte pour ce qu'il est, sauf quand on a l'expérience d'un couple heureux. Voilà. Et quand Éluard écrivait à sa femme « On ne peut me connaître mieux que tu ne me connais », ça veut dire que tu m'aimes pour ce que je suis. On va passer à la partie astrologie. L'étude de votre thème astral. Est-ce que vous savez quel signe ? Oh, je sais tout. Parce que je sais que vous m'avez dit que vous n'y croyez pas. Alors le but n'est pas d'y croire. Différente avec la graphologie, parce que mon père, quand il embauchait des salariés, il faisait toujours faire une étude graphologique des candidats à l'embauche. Et donc, dès tout petit, j'avais tendance à prendre un peu la graphologie au sérieux. L'astrologie, je n'y crois pas, mais je m'y suis, comme tout le monde dans l'adolescence, on s'intéresse tellement à soi qu'on s'intéresse à tout ce qui pourrait être une voie d'accès à soi. Et donc, je sais bien sûr que mon signe solaire est le poisson, que mon signe ascendant, c'est le bélier. J'avais même fait, dans ma grande jeunesse, j'avais fait faire mon thème astral par une astrologue de renom à l'époque, qui était Joëlle de Gravelaine.
qui m'a d'ailleurs intéressé, mais sans réussir à me convaincre de la validité de sa démarche. Alors, du coup, nous, on va essayer de susciter des questions, en tout cas, par rapport à ce thème. Donc, Poisson ascendant Bélier, effectivement, vous êtes né le 12 mai 52 à 7h45. 12 mars. Le 12 mars, pardon, j'ai dit n'importe quoi. 12 mars 52 à 7h45 à Paris. Le Poisson ascendant Bélier est très réceptif, dynamique, organisé et surtout, il se distingue par son magnétisme. Vous en avez un peu parlé tout à l'heure sur le fait d'électriser les foules, en tout cas, lors d'une conférence ou d'un événement social, ou de faire profiter de votre présence les personnes de votre cercle proche. Quel sentiment ça vous procure? Effectivement, vous n'avez pas peur, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous plaît là-dedans? Oui, trop. C'est-à-dire que il y a une espèce d'ivresse de la parole. Alors, j'essaye de rester raisonnable et rationnel, évidemment, mais oui, je suis un peu méfiant vis-à-vis de la parole. Je me souviens, dans mon dictionnaire philosophique, je suis plus à l'article rhétorique ou éloquence, plutôt. À l'article éloquence, je crois, je disais « art mineur, talent dangereux ». C'est un art mineur parce qu'être éloquent, vraiment, à côté d'être écrivain, ou philosophe, musicien, peintre, c'est rien. Mais talent dangereux parce qu'on risque de convaincre, y compris quand on dit des choses fausses. Or, de manipuler. Une erreur éloquente reste une erreur, un mensonge éloquent reste un mensonge. Oui, on risque de manipuler. Et puis on risque de s'illusionner soi-même. Voilà. Donc je suis toujours un peu méfiant. C'est vrai que je prends beaucoup la parole en public. Ça fait devenu mon métier, à la fois comme enseignant, puis dès que j'ai arrêté d'enseigner comme conférencier, j'en fais beaucoup. Mais je me méfie de ça. Et j'aime bien, au fond, le moment, vous savez, où, après 2 heures d'exaltation publique, on se retrouve soudain tout seul dans sa chambre d'hôtel, quand la conférence a lieu en province, qu'on ferme la porte et voilà, on redevient soi-même. C'est-à-dire qu'on passe de l'exaltation à son état normal, qui pour moi est plutôt mélancolique qu'exalté. Si vous voulez. Voilà. Alors en termes d'astrologie, Joël de Gravelaine m'expliquait que quand je prenais la parole, c'était le côté bélier qui ressortait, et que quand je me retrouvais tout seul, vaguement poisson. mélancolique, c'était le côté poisson. J'en ai gardé cette idée, encore une fois, sans y croire, mais c'est l'avantage de ces discours un peu symboliques, c'est que vrai ou faux, ça permet de trouver des images dans lesquelles on peut toujours reconnaître une partie au moins de son expérience. Donc l'ascendant Bélier, on y revient, fait de vous quelqu'un de fonceur, de combatif et qui aime les challenges. La graphologue, d'ailleurs, a souvent employé le terme de combattant à votre endroit. Contre qui ou quoi menez-vous la bataille et quelle serait la récompense à la clé? Au début, dans mes tout premiers livres, c'était plutôt contre l'idéalisme, la religion, parce que j'avais quitté l'Église catholique. Moi, j'étais catholique très pieux, jusqu'à 16-17 ans, puis j'ai perdu la foi vers 17-18 ans. Et quand on quitte une institution comme l'Église catholique, on a envie de partir en claquant la porte, ce que j'appelle la rage de l'apostat. Et donc, mon tout premier livre, Le mythe d'Icare, est très directement un plaidoyer en faveur de l'athéisme, du matérialisme, comme on dit en philosophie, et donc un combat contre l'idéalisme, la religion, la superstition, etc. Et puis, des années passant, la hargne de l'apostat est retombée, et maintenant, je me bats davantage contre le nihilisme. Parce que je crois que notre époque est menacée par le nihilisme, aussi par le fanatisme, notamment le fanatisme islamiste, qui est celui aujourd'hui qui menace le plus. Mais au fond, il y a une espèce de symétrie. Un fanatique, c'est quelqu'un qui pêche par excès de foi. Il a tellement la foi qu'il prend sa foi pour un savoir, pour une certitude. Et un nihiliste, c'est quelqu'un qui pêche par défaut de foi ou même de fidélité. Moi, je fais une différence entre la foi et la fidélité. La foi, c'est une croyance. La fidélité, c'est un attachement à certaines valeurs. Voilà, le fanatique pêche par excès de foi, le nihiliste pêche par défaut de fidélité. Et au fond, ce qu'on pourrait redouter de pire, c'est que nous n'ayons rien d'autre à opposer au fanatisme des uns que le nihilisme des autres. Parce que là, nous serions perdus. Et au fond, je sais qui va gagner, parce que entre des gens qui sont prêts à mourir pour leurs idées, les fanatiques, et des gens qui n'ont aucune raison de vivre, les nihilistes, forcément, ceux qui sont prêts à mourir et à tuer pour leurs idées vont l'emporter. Et donc voilà, cette espèce de face-à-face mortifère entre les fanatiques et les nihilistes, c'est ce qu'on peut craindre de pire, et c'est pourquoi désormais je me bats sur ces deux fronts-là, contre les fanatiques et contre les nihilistes. Vous semblez être un très bon partenaire de vie, en tout cas un homme qui conseille dès qu'il le peut. Et sous une apparence peut-être un petit peu froide, votre cœur est cousu de fils d'or. Êtes-vous continuellement sollicité sur tout type de questions?
Et aimez-vous éclairer de vos lanternes infinies comme professeur ou ami? Pas trop. D'abord parce qu'avec mes amis, j'aime pas parler philosophie parce que je trouve que l'intimité ne te prête pas à une parole comme ça, un peu de. Je préfère des conférences devant mes amis. Je préfère faire qu'on échange des confidences, vous voyez, plutôt que leur faire un discours, qui me paraîtrait une faute de goût formidable. Et inversement, avec les gens qui ne sont pas mes amis, je n'ai pas tellement le contact facile. Beaucoup de gens qui sont devenus après des amis m'ont dit 10 ans plus tard, disons, la première fois que je t'ai vu, tu n'étais quand même pas très sympa, pas très chaleureux. Très commode. Oui, pas très commode. En tout cas, je n'essaye pas de séduire ce qu'on disait tout à l'heure, de plaire. Un inconnu comme ça. Bon, et plusieurs me l'ont dit. Encore une fois, des gens qui sont devenus après des amis proches. Ouais. Donc non, mon premier geste n'est pas d'embrasser les gens, de les accueillir en souriant, de me lier avec n'importe qui. Je suis plutôt quelqu'un de réservé, finalement. Et avec mes amis, j'adore les confidences et j'ai horreur des débats d'idées, finalement. Et eux n'ont pas envie j'imagine qu'ils connaissent votre savoir, envie de profiter de ça, de votre sagesse pour les aider D'abord, je ne suis pas sage, et mes amis le savent bien, mais d'autre part, s'ils veulent savoir ce que je pense sur tel ou tel sujet, ils n'ont qu'à lire mes livres. D'accord. Non, encore une fois, l'amitié, c'est autre chose, et c'est très important pour moi, l'amitié. Hein, mais c'est autre chose, ça relève de l'échange, on se raconte notre vie, voilà, on se fait des confidences, des récits, on évoque des souvenirs, bien plus. Alors ça peut arriver à l'occasion, je sais pas, un sujet se présente lors d'un dîner, ça peut arriver qu'on parle philosophie ou littérature ou que sais-je, mais enfin, d'ailleurs plus souvent littérature que philosophie en l'occurrence. Hein, mais voilà, il ne faut pas confondre ce qui relève de la prise de parole publique, où là, non seulement ça ne me gêne pas d'assumer des thèses, mais au fond, ça fait partie de mon métier, et ce qui relève de la vie privée, affective, où les thèses, au fond, sont sans pertinence. L'impatience est une des caractéristiques du poisson ascendant bélier, et celle-ci a été relevée par la graphologue lors de son étude de votre écriture. Êtes-vous un homme pressé, André Comte-Fonju? Je suis un homme impatient. La double remarque de votre astrologue et de votre graphologue amuserait mes enfants qui passent leur temps à se moquer de moi quand au restaurant où je les invite régulièrement. Je n'arrête pas de pester contre la lenteur du service, en restant poli avec le serveur, hein, par ailleurs. Mais c'est vrai que je n'aime pas attendre. Voilà. Donc je suis vraiment impatient. Mais un homme pressé, pas forcément, parce que, par exemple, dans mon travail, mon premier livre, j'ai mis 8 ans à l'écrire, en 2 tomes, hein, 8 ans malgré tout. Je me souviens, quand j'ai commencé le plus gros de mes livres, qui s'appelle Dictionnaire philosophique, un vrai dictionnaire, j'avais écrit à mon meilleur ami un mail, c'était à l'époque des mails déjà. Non, c'était au téléphone, pardon, j'étais au téléphone. J'avais au téléphone et il me demande qu'est-ce que tu fais. Je lui dis, écoute, j'ai commencé un nouveau livre, c'est un dictionnaire philosophique. Et il me dit, mais tu procèdes comment? Je lui dis, par ordre alphabétique. Il me dit, et t'en es où? Je lui dis, j'en suis à la lettre A. Ça l'avait amusé. Et vous voyez, ça ne me dérangeait pas de commencer un travail en sachant que ça allait me prendre des années. Le fait est que ce dictionnaire philosophique, j'ai dû le commencer au tout dû des années 90, peut-être même la fin des années 80. La première édition est sortie en 2001. Une deuxième édition très augmentée a dû sortir en 2013, si je me souviens bien. Et je viens de sortir une troisième édition à nouveau très augmentée en 2021. Et donc c'est un travail qui s'est étalé sur 30 ou 35 ans. Donc je sais prendre mon temps pour les choses importantes, mais je suis impatient, presque ridiculement impatient pour les petites choses. Tout thème astral s'interroge sur la question de l'amour, forcément, on en a un petit peu parlé. Dans votre cas, il faudra posséder beaucoup de charme et de personnalité pour vous séduire. De plus, vous placeriez l'approche romantique et intellectuelle au-dessus de l'intimité et du lien émotionnel. Pourriez-vous nous faire une sorte de portrait robot des femmes qui ont compté pour vous en amour? Est-ce qu'il y a quelque chose qui revient? D'abord, je ne crois pas du tout que je mette l'approche intellectuelle plus haut que la dimension affective. Ça, au contraire, je rentre parler philosophie. Enfin, je n'aime pas parler philosophie avec mes amis, mais avec ma compagne, vraiment, ça me paraîtrait totalement saugrenu. Non, je suis plutôt effectivement un sentimental dans ce domaine, un sensuel, parce que la question sexuelle, pour moi, est tout à fait
importante, évidemment, dans une vie de couple. Donc non, là, je ne me reconnais pas du tout dans ce portrait de votre astrologue. Très bien. Pour clôturer ce Pourquoi moi, on fait toujours ce petit jeu, ce côté un petit peu ludique. On s'est intéressé aux personnalités qui sont nées le même jour que vous, le 12 mars. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé. Et on en a sélectionné 7. Et le but, ça serait de savoir avec lesquels vous souhaiteriez peut-être partager un moment fictif, parce que vu que vous disiez que vous étiez un philosophe plutôt du passé à vos débuts, j'ai pris plutôt des personnes du passé. Donc il y a le jardinier français André Le Nôtre, qui est né le 12 mars 1613, le philosophe irlandais George Berkeley, qui est né le 12 mars 1685, le danseur et chorégraphe russe Václav Nijinsky, qui est né le 12 mars 1889, l'écrivain Jack Kerouac, qui est né le 12 mars 1922, le cycliste français Louison Bobet, qui est né le 12 mars 1925, le compositeur de musique de film Georges Delerue, qui est né le 12 mars 1925 également, et enfin j'ai mis quand même une présence féminine avec la chanteuse et actrice Liza Minnelli, qui est née le 12 mars 1946. Alors est-ce qu'il y en a un ou une qui vous interpelle plus? Oui, le seul qui m'importe là-dedans, c'est le nôtre, finalement. Parce que j'aime beaucoup les jardins à la française, surtout au XVIIe siècle. Le Versailles est une merveille, Vaux-le-Vicomte est une merveille. Voilà, mais ça confirme, vous voyez, que la date de naissance n'a pas beaucoup d'importance, et donc ça confirme mes réticences vis-à-vis de l'astrologie. Écoutez, je vous remercie, André Comte-Sponville. On va s'arrêter là pour ce Pourquoi moi. Je vous remercie infiniment de vous être prêté au jeu. J'espère que l'exercice, vous l'avez trouvé un minimum intéressant, en tout cas. En tout cas, ça ne m'a pas déplu. Bon, écoutez, c'est déjà une victoire pour nous. On espère que peut-être des personnes qui vont regarder ce Pourquoi moi, votre Pourquoi moi, pourront peut-être être inspirées par votre vie, votre carrière, et que eux aussi se diront peut-être un jour, pourquoi pas moi. Voilà, je vous remercie infiniment. Merci à vous.